Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Накра! Figaro Live, il est 9h, nous sommes en direct ce matin, 9h en France, mais 10h à Moscou, c'est là que nous rendons. 11h à Moscou. Oui. Pardon Fabrice, vous avez bien fait de me reprendre. Fabrice Naudet-Langlois, qui se présente tout seul du coup du Figaro Économie et qui a été correspondant pour le Figaro à Moscou pendant plusieurs années. Bonjour Fabrice, merci d'être avec moi. Alors on explique, défilé militaire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Alors c'est la grande parade pour célébrer la victoire de la Grande Guerre patriotique, comme on dit en Russie, comme on disait à l'époque soviétique, donc célébrer la victoire de 1945 la Seconde Guerre mondiale sur le nazisme, voilà, mais qui a toujours été appelée la Grande Guerre patriotique depuis Staline. Et donc c'est par définition un défilé militaire, quel que soit le pays, c'est une démonstration de force. Évidemment, aujourd'hui en 2022, dans le 3e mois de la guerre en Ukraine, cette démonstration de force a une signification toute particulière, avec beaucoup de questions qui se posent sur ce que Vladimir Poutine, que l'on voit à l'image dans la tribune, pourrait dire dans quelques instants. Oui, on suivra évidemment tout ça. C'est très symbolique, vous l'avez dit, au vu du contexte en Ukraine. Alors justement, Fabrice, pourquoi le 9 mai ? Nous, on fait ça le 8 mai en France. Alors, c'est une simple question de décalage horaire. Il y a eu en 1945 une première édition signée à Reims le 7 mai 1945 qui prévoyait l'arrêt des combats le 8 mai. D'accord. Les soviétiques qui étaient à Berlin, qui sont arrivés les premiers à Berlin, souhaitaient avoir leur propre acte de reddition. Il a été signé le 8 mai 1945 à 23h heure de Berlin. 23h heure de Berlin. C'était 1h du matin le 9 mai. Le décalage horaire de 2 heures que je viens de manquer. Voilà, il est là. Le 9 mai à Moscou. Et donc, Staline a conservé cette date. On peut imaginer qu'il a voulu distinguer toujours cette date parce que dans le contexte de guerre froide, il n'était pas question de célébrer cette victoire en même temps que les Alliés avec la tension qui a prévalu au cours de 40 ans de guerre froide. Vous réagissez évidemment sur lefigaro.fr, sur YouTube, sur Twitch. Je lis toutes vos questions, vos remarques, je les transmets à Fabrice, on essaye d'y répondre. On a besoin de bien comprendre l'importance de cette journée. C'est l'équivalent du 14 juillet pour les Français ? Alors d'une certaine manière, oui. Il y a eu, après l'époque soviétique, une fête nationale qui a été instaurée, alors de mémoire, je n'ai pas été vérifié, il me semble que c'est le 12 juin, mais elle n'a jamais revêtu l'importance de ce 9 mai, donc qui est marqué surtout par ce défilé militaire. Et alors pour étayer ce que vous dites, j'ai lu ce matin qu'il y avait un sondage en Russie, 69% de la population considère que c'est le jour férié le plus important en Russie. Incontestablement, avec donc comme point d'orgue cette parade militaire qui est en général très spectaculaire avec des dizaines de milliers de soldats qui défilent sur la place rouge, donc un écrin extraordinaire. Vous vous souvenez qu'à l'époque soviétique, il y avait toujours, on voyait les officiels sur la tribune officielle à côté même sur le mausolée de Lénine. Pendant de nombreuses années, sur la place rouge n'était pas autorisé le public, c'est vraiment que les invités, l'élite du régime, les anciens combattants tant qu'il en reste, le public était relégué en général en dehors de la place rouge, où les véhicules défilés convergeaient, mais il n'y avait pas, en tout cas dans ces dernières années, de défilé pour le public dans les rues, d'après ce que nous écrivait ce matin notre correspondant à Moscou, Alain Barluet. Oui, je vous conseille d'ailleurs l'article il y aura des kilomètres excellent de défilés dans les rues qui convergent vers la place rouge. Donc le public de Moscou pourra assister au défilé. Évidemment, la population regarde le défilé à la télévision. Alors je réponds quand même sur YouTube à Ikenunk qui nous dit pourquoi diffuser ce défilé. C'est vrai que d'habitude on diffuse pas ce défilé, on a les images après, mais c'est vrai que cette fois il y a un événement tout particulier avec cette guerre en Ukraine et on attend notamment ce que dira Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'on suit particulièrement ce qui se fait aujourd'hui à Moscou. Il y a ce défilé militaire, Fabrice, mais il y a aussi un défilé populaire après, avec des gens qui marchent avec
des photos de leurs ancêtres qui ont fait la guerre. Ça, c'est important pour Vladimir Poutine. Hein. Oui, et ça, de mémoire, ça n'a pas eu lieu chaque année, ou alors c'était juste quelques personnes qui brandissaient effectivement les portraits de héros de la Grande Guerre patriotique, donc de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle le Régiment Immortel, oui. Et auquel a participé par exemple il y a quelques années Jean-Luc Mélenchon, auquel participe parfois Vladimir Poutine. Ça, c'est important d'avoir le peuple avec lui. Bien sûr. Il faut plus que jamais, on est dans une guerre de l'information. Oui. Vladimir Zelensky, hier, a fait aussi de la communication, a participé à la guerre de l'information pour montrer qu'il était soutenu par les pays du G7, par l'Occident, pour dire que cette guerre de 2022 résonne avec la guerre de 1945 et on est dans une situation paradoxale où chaque camp, l'Ukraine d'un côté et la Russie de l'autre, affirme être finalement de nouveau en guerre contre des nazis. Puisque oui, bien sûr, Vladimir Zelensky assimile le régime de Poutine à des nazis avec les exactions qui ont été commises. Et depuis le début de cette guerre, le 24 février, Vladimir Poutine dit qu'il est là pour dénazifier l'Ukraine. Encore en début de week-end, Vladimir Poutine a dit « Nos militaires se battent coude à coude pour la libération de leur terre natale de la crasse nazie ». On peut s'attendre à ce qu'il réitère ce genre de propos aujourd'hui. Vous voyez ces images en direct, ces images, je le précise, fournies par la télévision russe. Contrôle, garde l'information, vous le disiez Fabrice, c'est très important de préciser que ce sont des images par la Russie. Justement, ce comparatif Fabrice, entre ce qu'il s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, et ce qu'il se passe maintenant. Alors qu'on voit, c'est le général Shoigu, c'est ça ? Il n'est pas général, c'est le ministre de la Défense. Shoigu, absolument, qui est ici. Cette comparaison entre 1945 et aujourd'hui, il insiste dessus, Vladimir Poutine. Bien sûr. Alors, il faut rappeler aussi le caractère unique qu'a le souvenir de la Seconde Guerre mondiale en Russie. En Union soviétique, il y a quand même un bilan absolument terrifiant et le bilan le plus lourd humainement de la Seconde Guerre mondiale. Selon les chiffres, selon les estimations, on dit que c'est 20, 24, 28 millions de morts en Union soviétique. Oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'Union soviétique qui a payé le plus lourd tribut humain. On parle d'une dizaine de millions de soldats tués et au moins d'une quinzaine de millions de civils. Donc vraiment, l'Union soviétique a payé le prix du sang. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait... Cette parade a toujours eu une importance du point de vue communication pour Staline parce qu'elle visait aussi à effacer le péché, je dirais, du pacte Molotov-Ribbentrop, le pacte germano-soviétique de 1939, où Staline s'est allié à Hitler. Il ne faut pas l'oublier. Et après l'invasion nazie de l'Union soviétique en 1941, Staline bascule donc par la force des choses dans le camp. Je vous coupe, je voudrais qu'on écoute. Vous m'en parliez tout à l'heure avec Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, qui s'exprime. Vous me direz après ce qu'il a dit. Clamé en chœur par les troupes, c'est toujours extrêmement spectaculaire. Moi, j'ai eu la chance d'assister 2 années de suite, mais il y a une douzaine d'années de cela, à cette parade du 9 mai. Quand vous avez en face de vous ces milliers d'hommes qui clament ce cri de gloire, hurrah, comme chez nous, mais vraiment en chœur, c'est extrêmement spectaculaire. Cette image avec Sergueï Shoigu, qui a disparu un certain temps, c'est intéressant de le voir. Ça aussi, c'est un message de Vladimir Poutine. Les hommes qui m'entourent sont toujours là, sont toujours autour de moi. Alors, on se croirait un petit peu revenu à l'époque soviétique où la parade du 9 mai était l'occasion de compter qui était à la tribune. Est-ce que tel membre du Politburo avait disparu, était encore vivant, puisqu'évidemment l'opacité totale régnait. On en est revenu un peu à ce genre de spéculation avec le régime de Poutine. Et effectivement, Sergueï Shoigu, qui est un des plus proches collaborateurs hommes de Poutine, a effectivement disparu des écrans pendant quelques semaines. Donc toutes sortes de spéculations ont été développées sans que personnellement je sois capable de vous apporter la réponse. On a parlé d'ennuis de santé, mais vous savez qu'en ce moment on fantasme beaucoup sur les ennuis de santé potentiels de Vladimir Poutine lui-même. Toutes sortes de rumeurs circulent, il faut être très prudent à ce sujet. Des rumeurs donc ont circulé à l'encontre de Sergueï Shoigu. On a dit est-ce qu'il aurait été
puni, sanctionné parce que la victoire n'avait pas été assez rapide en Ukraine. Toutes sortes de spéculations ont circulé. Des tas de gens ont intérêt aussi à faire circuler ces rumeurs, donc il faut être extrêmement prudent. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il est au premier rang, présent pour conduire l'armée. Je salue tous ceux qui nous rejoignent sur YouTube, sur Le Figaro, sur Twitch. On suit ce défilé du 9 mai depuis la place rouge de Moscou, depuis Moscou. Au-delà des images, Fabrice, qu'est-ce qu'on peut attendre de Vladimir Poutine? Il va prendre la parole. Tout est possible. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que, encore une fois, il y a eu toutes sortes de spéculations, de rumeurs. On a dit peut-être qu'il va déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine, puisque jusqu'à présent, la Russie officiellement n'est pas en guerre, mais en opération militaire spéciale. Vous savez que le mot guerre est proscrit dans les médias russes. Le porte-parole du Kremlin a dit non, a priori, ce sont des bêtises. On a parlé de mobilisation générale qui serait décrétée. Là aussi, le porte-parole du Kremlin a démenti. Alors, mobilisation générale, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'on ça voudrait dire tous les jeunes gens à partir faire la guerre en Ukraine? Oui, il y a une mobilisation générale, mais effectivement, ça ne paraît pas à l'ordre du jour. Et le porte-parole du Kremlin a démenti. On disait aussi que Vladimir Poutine aurait souhaité annoncer une victoire décisive dans ce conflit. Alors, est-ce que c'est possible? Quelle victoire annoncée? Aujourd'hui Mariupol, même, peut-être, à l'heure où nous Mariupol. parlons, d'après les dernières informations, les derniers résistants dans la fameuse usine sidérurgique géante Azovstal à Mariupol, quelques centaines peut-être de combattants, sont toujours en train d'opposer une résistance farouche dans ce labyrinthe de béton et d'acier. Est-ce qu'il y aurait, il peut y avoir une annonce dans la journée disant ça y est, Mariupol est entièrement tombé. Évidemment, les résistants ukrainiens vont faire absolument tout pour déjouer ce pronostic. Donc difficile de spéculer sur quelle annonce pourrait faire Vladimir Poutine, si ce n'est galvaniser son peuple, montrer que toute la Russie est derrière lui dans ce qu'il appelle la libération de l'Ukraine. Je vous propose qu'on écoute ce qui se passe, un peu d'ambiance à Moscou avec Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, qui passe en revue les différents corps de l'armée. Et c'est hurrah, hurrah des militaires, on écoute. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Que le défilé était prêt et manifestement Vladimir Poutine va prendre la parole. Il s'approche du micro. Oui, il prend la parole très tôt, à 9h15. Alors, ce qu'on pas va forcément faire, dans les c'est habitudes de ce défilé. Voilà. Souvent, il y avait le défilé sans forcément toujours des prises de parole significatives. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Vladimir Poutine, qui va s'exprimer en russe, évidemment. Fabrice écoute, il essaye de traduire parce que ça fait un moment, hein, Oui. vous m'avez dit votre russe, mais Fabrice parle très bien le russe. Et puis, on essaye de faire des petits points sur ce que dit Vladimir Poutine, c'est très important. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Великой Победы! Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда были священны. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России.
9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке бессмертного полка дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедшими от нас ветеранами. Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. И наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился. И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Vous n'avez pas la traduction évidemment, mais on vous l'a fait ici, Fabrice. Les premiers éléments de Vladimir Poutine, là, pour l'instant, il parle de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il invoque, il a cité la plupart des grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, donc la Grande Guerre patriotique, selon la terminologie soviétique et russe. Il a invoqué la grande bataille de Koursk, Borodino, etc. Il faut se souvenir que le régime nazi a pénétré quand même très profondément dans les terres soviétiques jusqu'à quasiment aux portes du Caucase, jusqu'à la mer Noire, dans l'Ukraine actuelle bien sûr, et que, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, plus de 20 millions de morts, 24, 28 millions selon les estimations au cours de la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique. On a aperçu... On a vu une image, oui. Oui, sur l'image, un homme barbu avec une coiffe blanche, c'est Kirill, le patriarche de l'Église orthodoxe. Depuis la fin de l'Union soviétique, le chef de l'Église orthodoxe est toujours dans la tribune officielle. Vous savez que c'est un soutien absolument indéfectible au régime, que Vladimir Poutine défend les valeurs de l'Église orthodoxe, et que d'ailleurs depuis le début de la guerre, il y a une vraie scission entre les églises orthodoxes, puisqu'en Ukraine, il y avait à la fois une église orthodoxe autocéphale, indépendante, mais il y avait toujours des églises qui dépendaient du patriarcat de Moscou, et la plupart d'entre elles ont dénoncé la guerre et ont dit qu'elles ne voulaient plus dépendre du patriarcat de Moscou. On écoute à nouveau Vladimir Poutine. Fabrice traduit dans quelques instants. On revient pour tout vous expliquer. Vladimir Poutine. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательство над памятью их жертв, перечеркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал победу. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели Vladimir Poutine приехать qui на s'exprime depuis la place rouge pour ce défilé militaire du 9 mai. Fabrice, il a commencé à parler de l'Ukraine. Il a expliqué que c'était la seule solution possible, intervention. Oui, il n'a pas attendu longtemps après avoir fait référence au sacrifice de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas attendu longtemps pour parler du conflit actuel, en le justifiant, en disant que il y avait une menace de l'OTAN et que il a dit l'Occident était en train de se préparer à envahir notre terre. Il retourne totalement les arguments. Alors c'est pas nouveau, ça fait 2 mois qu'il tient cette rhétorique, mais évidemment c'est très fort qu'il le dise aujourd'hui, 9 mai, sur la place rouge. Et donc selon lui,
face aux menaces de l'Occident. Il n'y avait pas d'autre choix que d'intervenir, donc non seulement pour libérer l'Ukraine des nazis qui la gouvernent, selon Vladimir Poutine, mais même pour défendre la Russie. Cette menace qu'il met pas forcément très clairement, avec pas forcément les mots précis, de l'arme nucléaire, est-ce qu'il peut encore aujourd'hui s'en servir? Bien sûr, je pense qu'il faut s'y attendre. Il va s'en servir, il va la montrer, puisque traditionnellement, durant ce défilé, une fois que vous avez l'infanterie qui défile, vous avez toutes sortes d'engins, de blindés qui défilent, y compris des porteurs de missiles, de ceux à moyenne portée, jusqu'à des missiles transcontinentaux, hein, donc des engins absolument énormes. On verra, je ne sais pas à quelle heure le défilé motorisé commencera, et donc ce sera vraiment la démonstration de force tout à fait physique. Il joindra les actes à la parole. On écoute à nouveau Vladimir Poutine, on revient et on vous explique ce qu'est en train de dire le président russe. Мы склоняем голову перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Уважаемые товарищи, гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государства, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем. Voilà, Vladimir Poutine qui reprend la parole après 1 minute de silence en hommage à toutes les forces russes, tous les militaires, tous les hommes, femmes russes morts au combat en 1945 et plus tard, hein, Fabrice. Oui, et il a fait une allusion appuyée sur un épisode qu'on a peut-être un peu oublié ici en France, qui est au début de la guerre du Donbass, la guerre d'Ukraine en 2014. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette guerre a commencé en 2014 avec la séparation d'une partie du Donbass et l'annexion de la Crimée. Il y a un épisode qui était survenu à Odessa, donc en 2014, où plusieurs dizaines de personnes pro-russes ont péri, alors de mémoire, il me semble, dans l'assaut, l'explosion d'un bâtiment. Un épisode pas extrêmement clair. Il y a eu beaucoup de propagande de part et d'autre autour de cet épisode, et en tout cas, Vladimir Poutine y a fait allusion en rendant hommage aux victimes de cet épisode à Odessa. Odessa qui est une ville stratégique. Oui, le port d'Odessa que les Russes ont visé et n'arrivent pas à atteindre finalement, voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à faire sauter les verrous précédents. Hein. Qui résiste toujours, mais qui est pour l'instant protégé notamment par Mykolaïv à une centaine de kilomètres, un peu plus au nord-est. Ouais, c'est vrai qu'il y a un fleuve à traverser, le Bouge oriental, qui ne peut être traversé que par cette ville de Mykolaïv. Et tant que les Russes n'arrivent pas à faire sauter le verrou de cette ville, ils ne peuvent pas atteindre l'ultra stratégique port d'Odessa. On écoute à nouveau ce que dit Vladimir Poutine et puis on revient pour analyser tout ça. Отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность отчизне – главная ценность, надежная опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей. И мы всегда будем равняться на них.
Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Voilà, le hurrah très impressionnant sur la place depuis l'hymne maintenant. Ce parallèle constant que fait Vladimir Poutine entre la guerre, la grande guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, et ce conflit en Ukraine. Oui, alors un discours finalement assez court, hein, on n'est pas dans les discours 10 minutes. Toujours très longs d'Emmanuel Macron par exemple. Finalement pas d'annonce majeure, comme certains pouvaient spéculer. Pas d'annonce de guerre et pas d'annonce de victoire. Il est plutôt dans la prospection. Nous gagnerons, nous vaincrons comme nous avons vaincu en 1945. Voilà, mais pas nous avons gagné. Un parallèle effectivement permanent, un aller-retour permanent entre la victoire de la Grande Guerre patriotique de 1945 et la guerre actuelle. Guerre qui n'est toujours pas officiellement une guerre. Hein. Bien sûr. Mais il a quand même, par exemple, fait un appel aux familles, adressé un signe aux familles des militaires en disant que les familles des militaires blessés, voire décédés, seraient aidées. Bon, il l'avait déjà dit, mais là, il l'a dit devant toute la nation, devant le monde entier à la télé, ce qui est toujours paradoxal. Hein. On est dans une opération spéciale. On ne communique évidemment absolument pas ou très très peu sur les victimes russes. Mais on aidera bien sûr les familles, donc toujours un petit peu d'ambiguïté. Voilà, ce discours de Vladimir Poutine, court, pas d'annonce très importante, visiblement, plutôt un discours à sa nation, à son peuple. Il y a eu la revue des troupes par Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense. C'est peut-être le moment le plus intéressant pour l'instant. Il était bien présent et c'est lui qui a passé les troupes en revue, vous le disiez tout à l'heure, alors qu'il avait disparu pendant plusieurs semaines. Le défilé militaire va commencer. Est-ce que c'est une sorte de défaite, de grand ratage pour Vladimir Poutine ? J'entends, pardon Fabrice, depuis plusieurs semaines, tous les spécialistes me disent le 9 mai c'est très important. Et finalement, c'est un 9 mai presque comme les autres. Mais il n'a pas de victoire décisive à offrir, hein, clairement. Mariupol n'est pas complètement tombé, même si il n'y a plus que cette poche de résistance dans la fameuse usine Azovstal. Bon, les Russes ont dit que Mariupol était entre leurs mains, ce qui est factuellement quasiment vrai, mais il n'y a pas eu de grande victoire. L'ensemble du Donbass n'est pas aux mains des Russes, puisqu'une partie des oblasts, hein, comme on appelle les régions, sont toujours contrôlées par, que ce soit celui de Luhansk ou celui de Donetsk, toujours contrôlés par l'armée ukrainienne qui a renforcé ses défenses. L'Eto s'est même desserré autour de la grande ville de Kharkiv, tout près de la frontière, c'est la deuxième ville du pays, de l'Ukraine, tout près de la frontière russe, et l'Eto s'est légèrement desserré. Et puis Odessa, on le disait, tenait. Kiev retrouve un semblant de vie normale, même si la capitale peut être frappée d'un moment à l'autre par des missiles. Donc clairement, pas de grande victoire à porter lors de cette journée si importante symboliquement du 9 mai. Vous réagissez sur YouTube, sur lefigaro.fr, sur Twitch. Je lis, Fabrice, et vous me l'aviez dit juste avant qu'on prenne l'antenne, je lis des commentaires de personnes très impressionnées par ce hurrah. Olivier Jobin qui le dit, Tchèque Tidiane qui nous dit « ça fait froid dans le dos ». C'est vrai que c'est très impressionnant, vous l'avez vécu ça, hein ? Oui, c'est une tradition, hein, mais on n'a pas l'habitude de ce genre de démonstration lors de notre 14 juillet à Paris. Les troupes défilent silencieusement ou éventuellement chantent, mais ce hurrah vraiment pour se galvaniser quand vous avez plusieurs dizaines de milliers d'hommes, puisqu'il peut y avoir quelques femmes dans le régiment, mais il y a une écrasante majorité d'hommes, donc c'est des milliers d'hommes qui crient ce hurrah parfaitement synchronisé. C'est effectivement très impressionnant. Je voudrais, Fabrice, maintenant qu'on voit que ce défilé a démarré, qu'on parle quand même de ce qui se passe en Ukraine, parce qu'il y a cette parade, mais il y a aussi le tragique en Ukraine. Bien sûr, les combats continuent. 60 morts après un bombardement d'une école dans une ville de la région de Lugansk. Ces bombardements, cette manière d'impressionner, Vladimir Poutine ne compte pas l'abandonner, visiblement. Non, bien sûr, c'est la tactique, la manière de procéder de l'armée russe dans la plupart des conflits où elle a été
impliqués, que ce soit évidemment la Tchétchénie. Il ne faut pas oublier que le règne de Vladimir Poutine en 1999 démarre avec une guerre en Tchétchénie, certes une guerre civile puisque la Tchétchénie appartenait et appartient à la Russie, à la Fédération de Russie, enfin une guerre vraiment sanglante. Il y a eu en 2008 l'intervention, alors pour le coup, intervention éclair en Géorgie, là aussi avec quelques bombardements indiscriminés. Et puis depuis le début de cette guerre en Ukraine, depuis 2 mois et demi, on sait qu'il y a toutes les installations civiles, des hôpitaux, des écoles qui sont régulièrement visées. Il y a souvent dans ce défilé militaire des chefs d'État, d'autres chefs d'État qui sont invités, il n'y en a pas cette fois. Et vous êtes journaliste au Figaro Économie, vous connaissez ce qui se fait sur le plan des sanctions autour de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il est isolé, Vladimir Poutine, complètement là ? Alors, si on suit le narratif, pour prendre ce terme à la mode occidentale, on a tendance à dire que oui, Vladimir Poutine est isolé parce que le G7, l'Union européenne, un certain nombre de pays, effectivement, infligent des sanctions de plus en plus sévères contre le pays. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs dizaines de pays qui ont soit une attitude, alors je parle de pays émergents, il y a aussi la Chine, bien sûr, qui ont soit une attitude de neutralité prudente, notamment dans les neutralité les votes. Prudente, le terme est subtil. Oui, en tout cas, il y a eu certains pays qui n'ont pas condamné l'invasion de l'Ukraine et puis qui se sont abstenus dans différents votes aux Nations Unies. Je vous rappelle que Xi Jinping avait assuré Vladimir Poutine de son amitié sans limite juste quelques jours avant le début de la guerre. Donc la Russie isolée du monde occidental, ça c'est absolument certain, avec des sanctions économiques qui vont lui coûter de plus en plus cher, qui vont l'affaiblir économiquement, mais elle n'est pas totalement coupée du monde avec des soutiens donc plus ou moins prudents de pays comme la Chine. L'Inde reste aussi prudente, l'Inde dont le Premier ministre était à Paris tout récemment, donc il a pu parler Russie et Ukraine avec Emmanuel Macron, et puis un certain nombre de pays asiatiques, de pays africains qui observent encore une fois une neutralité, soit parce qu'ils ont des intérêts commerciaux très importants avec la Russie ou qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à s'aligner avec l'Occident. 9h33, nous sommes en direct, 11h33 à Moscou, le Figaro.fr, YouTube, Twitch, vous posez vos questions, on essaye d'y répondre avec Fabrice Naudet-Langlois, journaliste au Figaro Économie, et puis surtout ancien correspondant pour le Figaro à Moscou. Pour ceux qui nous rejoignent, Fabrice, je voudrais faire 2 points. Qu'est-ce que ce défilé ? Mais avant cela, qu'a dit Vladimir Poutine ? Il s'est déjà exprimé, 9h15, 9h26, ça a été très court. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Un discours court pour, je dirais, galvaniser la nation, donner son propre récit de ce conflit en disant qu'il n'avait d'autre choix que d'intervenir en Ukraine parce que la Russie était menacée par l'Occident. Il a même parlé de menaces contre l'intégrité territoriale de la Russie. Donc il a justifié cette intervention et il a fait un parallèle évidemment soigneux entre la Grande Guerre patriotique dont on fête la victoire en 1945 et ce conflit actuel. Mais il n'y a pas eu de grande annonce comme certains observateurs spéculaient. Il ne peut pas annoncer non plus de grandes victoires tactiques sur le terrain ukrainien. Il n'a pas annoncé non plus d'objectifs de guerre. Vous savez qu'il y a beaucoup de spéculations sur finalement quels sont les objectifs. Des députés importants, des ministres de temps en temps lancent des cailloux, mais finalement donnent des objectifs parfois un peu contradictoires. Donc rien n'est très clair. Est-ce que Vladimir Poutine veut absolument avoir la continuité territoriale jusqu'à la Moldavie avec la Transnistrie, ce territoire séparatiste pro-russe qui est coincé entre l'Ukraine et la Moldavie? Est-ce qu'il veut simplement reconquérir l'intégralité du Donbass? Toujours est-il que hier, il faut rappeler aussi le G7, les pays du G7, donc États-Unis, Canada, Japon, France, Allemagne, Grande-Bretagne, ont publié un communiqué assez fort en soutenant plus fortement que jamais l'Ukraine, en rappelant que l'Ukraine se battait pour son intégrité territoriale. On avait l'impression que pour la première fois, explicitement, le G7 souhaitait clairement la victoire de l'Ukraine et le retour de son intégrité territoriale. Intégrité territoriale, ça voudrait dire reconquérir le Donbass et la Crimée. Et ça, on imagine que ça pourrait prendre des années et des années. Bien sûr, d'autant que la Crimée est perdue depuis 2014. Depuis 2014.
Donc Vladimir Poutine, on peut résumer peut-être ce qu'il a dit très précisément en disant « Nous vaincrons en Ukraine comme nous avons vaincu en 1945 ». Voilà pour résumer finalement ce qu'a dit Vladimir Poutine, ce qui est assez vaste et pas forcément très précis. Fabrice, deuxième point que je voulais évoquer avec vous, pour tous ceux qui nous rejoignent, ce défilé. Déjà, pourquoi le 9 mai et pas le 8 mai comme en France ? Je sais, vous me l'avez déjà dit au début de ce live, mais beaucoup de monde nous rejoint. Oui, petit rappel, c'est une histoire de décalage horaire en fait. La reddition a été signée à Berlin avec les soviétiques le 8 mai 1945 à 23h01 précisément, heure de Berlin. À Moscou, il était 2 heures de plus, il était 1h du matin le 9 mai 1945, et c'est donc cette date assez logiquement que Staline a retenu pour célébrer la victoire. Et ce que je disais, c'est qu'après, dans le contexte de la guerre froide, il n'était sans doute pas question que l'Union soviétique d'un côté et les alliés occidentaux de l'autre célèbrent cette victoire le même jour, sachant que l'Union soviétique à l'époque et la Russie a toujours voulu insister sur le rôle déterminant qu'elle a joué dans ce conflit, sur les pertes absolument massives que l'Union soviétique a subies, plus de 20 millions de morts militaires et civils. C'est le pays qui a payé du prix du sang le plus lourd durant ce conflit mondial, qui lui donne donc ce caractère unique. Vous avez déjà vécu ces défilés lorsque vous étiez correspondant à Moscou pour Le Figaro. Racontez-moi, comment ça se passe ? C'est très important pour les gens, ce défilé. Pour les Russes, c'est le défilé, même si ce n'est pas la fête nationale, c'est le défilé le plus important. C'est la journée la plus importante. Oui, à l'époque soviétique, il y avait une autre fête très importante, c'était le 1er mai, avec des défilés populaires. Évidemment, ça a perdu de son importance au fil des années depuis la fin de l'Union soviétique. Donc ce 9 mai reste effectivement le jour férié, selon des sondages récents russes qui le confirment. C'est le jour férié le plus important pour les Russes. Donc ce souvenir, quand on dit que plus de 20 millions de Russes sont morts, de Soviétiques, pardon, parce qu'il y avait évidemment beaucoup d'autres nationalités, de Soviétiques sont morts pendant la guerre, c'est 1 habitant sur 8 qui a péri. Donc absolument toutes les familles d'Union soviétique ont eu un parent qui est décédé, évidemment blessé, et de génération en génération, même s'il ne reste plus beaucoup de survivants de cette époque, 77 ans après, ça a marqué extrêmement profondément, mais plus encore que nous, c'est plus l'équivalent de la saignée de notre première guerre mondiale. Il y a eu plus de morts proportionnellement à la population en France durant le premier conflit mondial qu'au cours du second. Et donc ça a vraiment marqué dans leur chair les familles soviétiques et donc russes au fil des générations. Donc c'est un souvenir très important, je veux dire, quel que soit le contexte politique. Je lis que la population arbore le ruban de Saint-Georges, un ruban orange et noir. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? J'imagine que quand vous étiez là-bas, vous avez vu ce ruban de Saint-Georges. Oui, c'est ce qui marque, Saint-Georges est associé à la victoire, à la grande victoire patriotique. Et on retrouve ces bandes marron et orange autour du fameux Z, qui est devenu le symbole de l'intervention russe en Ukraine. Alors, vous savez, c'est un peu mystérieux pourquoi ce Z sur les blindés. Le Z qui n'est pas dans l'alphabet cyrillique, mais depuis le 24 février, les blindés russes qui interviennent en Ukraine sont identifiés avec ce Z. Il y a eu toutes sortes d'explications, aucune n'a été très convaincante, mais c'est devenu un vrai symbole. Il y a des affiches à Moscou avec le Z qui était pavoisé et avec ces fameuses couleurs marron et orange de Saint-Georges. Et tous les soldats arborent un ruban pour rappeler Saint-Georges protecteur de la Russie. Et pour l'instant, on voit ce défilé à pied des militaires. On aura dans quelques instants le défilé des véhicules, des avions, avec notamment la patrouille russe qui doit procéder en Z, justement. Oui, c'est assez extraordinaire ce symbole. Donc il doit y avoir, je crois, 8 MiG-29 en formation qui formeront un Z, donc signe absolument explicite rappelant ce Z qui symbolise les armées, l'armée russe qui intervient en ce moment même en Ukraine. Il devrait y avoir un avion aussi très spectaculaire. Ah oui, alors on en parle parce que ça fait. Je ne sais pas à quelle heure il passera. Oui, mais alors il doit normalement lancer, suivant nos informations, ce défilé des véhicules et donc de l'aviation. Parlez-moi de cet avion, l'Ilyushin 80, IL-80.
Il n'a pas été vu depuis 2010 cet avion et on l'a vu dans le ciel de Moscou lors des répétitions. Qu'est-ce que c'est que cet avion ? Alors c'est un avion, un gros porteur avec une espèce d'excroissance au-dessus de son cockpit, assez étonnant. Il ressemble à un avion civil. Et en fait, c'est le poste de commandement volant qui permettrait au président de commander même le feu nucléaire depuis un avion en cas de conflit, s'il devait quitter Moscou pour une raison ou pour une autre. Donc un poste de commandement mobile, volant, très, très spectaculaire. Et donc le montrer aujourd'hui a évidemment une signification très importante, alors que Vladimir Poutine ne cesse de brandir la menace nucléaire pour intimider l'Occident. On suivra ça dans quelques instants. Je voudrais revenir sur la population. Ça, c'est important. Vous me disiez tout à l'heure qu'avant, seuls les militaires étaient sur le lieu du défilé. Aujourd'hui, c'est un peu différent. La population est là. Vous y étiez à une époque où peut-être les médias n'étaient pas encore aussi contrôlés, mais est-ce que les gens qui sont autour de cette place et qui voient ce défilé militaire sont au courant de ce qui se passe en Ukraine ? Alors ça, c'est toute la question de l'information. Vous savez que la majorité de la population russe s'informe par les grandes chaînes de télévision qui opèrent une propagande évidemment très très contrôlée, qui occulte les pertes civiles en Ukraine, qui occulte les pertes des soldats russes en Ukraine, qui parle d'opérations spéciales, de nazis à longueur de journée. Et on sait qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux occidentaux ont été purement et simplement interdits en Russie. Après, il reste toujours des moyens de s'informer, mais depuis plusieurs semaines, on a souvent nos correspondants, aussi bien en Ukraine que Alain Barluet, notre correspondant à Moscou, raconte que parfois des familles qui sont divisées entre Russie et Ukraine, parce qu'il y a des liens familiaux très, très importants, très nombreux entre Ukrainiens et Russes. Parfois, des familles restées qui sont en Ukraine appellent leurs parents à Moscou en disant mais vous avez vu ce qui se passe ? Et les parents restés à Moscou, abreuvés par la propagande, ne croient même plus leurs parents en disant mais non, c'est faux, c'est vous qui êtes des menteurs, je vois bien ce qui se passe à la télé. Donc c'est toujours très difficile de dire quelle est la part de population qui sait vraiment ce qui se passe, celle qui ne veut pas savoir, qui veut savoir qui sait. Là, on est vraiment dans de la spéculation. Il y a les moyens de savoir, mais une grande partie de la population adhère au récit officiel. Ce défilé russe, vous qui avez connu peut-être la psychologie russe, je lis sur le Figaro.fr Chardon Bleu qui me dit grand déploiement des forces militaires russes. Les Chinois font pareil. Est-ce qu'il y a une culture comme ça militaire ? Les Russes sont très attachés à leur armée plus qu'en France. Est-ce que vous arrivez à le saisir ça ? Alors, la France s'offre quand même chaque année un défilé le 14 juillet assez impressionnant, qui avait d'ailleurs impressionné Donald Trump oui. Absolument, quand il avait été invité. Les Américains n'ont effectivement, par exemple, pas de défilé aussi important de jours dans l'année où vraiment il y a une parade militaire où toutes les armes, la marine, l'aviation, l'infanterie, bien sûr, tous les régiments sont représentés. Donc l'Union soviétique puis la Russie ont conservé cette tradition, la Chine aussi. C'est effectivement une démonstration de force qui, selon les années, peut apporter des messages. Il y a certaines années où les plus gros missiles nucléaires, par exemple, ne défilaient pas. D'autres années où ils défilent. Et là, on s'attend à ce qu'ils soient présents, c'est prévu au programme. Oui, notamment ce fameux missile RS-24 Yars, l'héritier du missile Tupolev, missile intercontinental nucléaire, 22 mètres de long, qui peut frapper minimum à 12 000 km. Oui. Celui-là, on l'a vu défiler déjà lors des répétitions. Message. Oui. Oui, parce que je vous disais, certaines années, ces missiles transcontinentaux n'étaient pas déployés. Là, ils le seront. Le message est très clair. On peut frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. 9h44, 11h44 à Moscou. Nous avons suivi le début de ce défilé militaire et surtout la prise de parole de Vladimir Poutine. Ça a été court, 9h15 plutôt que d'habitude, vous me disiez, Fabrice. Alors, au milieu de ce discours, comment de mémoire, alors je n'ai pas vérifié, mais il me semblait que le président n'intervenait pas forcément. Il ne faisait pas forcément un discours, ou alors juste un très bref hommage, appel à la minute de silence, mais il me semblait qu'il n'avait pas toujours un discours pendant la parade. Mais là, encore une fois, comme vous venez de le dire, un discours assez court, 10 minutes, pas d'annonce majeure, si ce n'est un parallèle bien entretenu entre le conflit
de la Seconde Guerre mondiale et celui qui a lieu actuellement en Ukraine. Je voudrais qu'on fasse un petit point sur la première image qu'on a vue avec Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, qui était présent et qui a passé en revue les troupes avec ce « hurrah » à chaque fois. Il était sur une voiture. Shoigu, ça c'est assez étonnant, pas forcément étonnant, mais en tout cas marquant de le voir ici à cette parade. Enfin, marquant en tout cas, c'est un signal. Ce qui est normal après tout, le ministre de la Oui, Défense doit être là, mais on il a eu explique toutes qu'il sortes- n'était pas là on l'a pas vu pendant plusieurs semaines. Il avait un peu disparu des écrans, et donc dans ce cas-là, je dis comme à l'époque soviétique, on s'attache aux rumeurs, on tire des conclusions sur le peu d'informations qu'on a, puisque très peu de choses filtrent. Et donc il y a eu toutes sortes de spéculations sur la santé, notamment du ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, qui est vraiment un très proche de Vladimir Poutine, un fidèle. C'est lui par exemple qu'on a pu voir sur des photos il y a quelques années, ces fameuses parties de pêche de Vladimir Poutine en Sibérie, torse nu, montrant ses pectoraux. Et souvent, le seul homme qu'on voyait sur ces photos qui l'accompagnait, c'était Sergueï Shoigu. Je vous propose qu'on écoute, on va à Moscou, on vit cette parade militaire que regarde passer Vladimir Poutine, qui s'est exprimé tout à l'heure, une dizaine de minutes maximum, ça a été assez court, et il n'a pas fait d'annonce très précise concernant la guerre en Ukraine. Il a seulement répété ce parallèle entre la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, et ce conflit en Ukraine. On écoute ce qui se passe là-bas.
ce défilé des véhicules qui vient de débuter. Alors ces véhicules justement, il y en a beaucoup qui sont réquisitionnés en Ukraine, hein, Fabrice. Oui, bien sûr. Et alors on va avoir une démonstration d'absolument tout l'arsenal russe, des lance-roquettes, lance-missiles à plus courte portée jusqu'à, on le disait tout à l'heure, des missiles transcontinentaux. Vraiment tout l'arsenal est déployé. Alors on voit des photos qui sont alors expliquez-moi. accrochées au pare-brise de certains véhicules. Alors a ces priori, photos, ce seraient plutôt des vétérans, des héros de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a des héros, enfin des soldats tombés en Ukraine? Je n'ai pas cette information. Mais alors on précise parce que ces portraits a lieu d'abord, en effet, chaque 9 mai, ce défilé militaire, et puis a lieu ensuite le régiment immortel. C'est un défilé populaire où chaque Russe marche en portant un portrait d'un de ses ancêtres morts pendant la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale. C'est important ça, ce défilé populaire, en comparaison à côté de celui de ce défilé militaire. Bien sûr, c'est pour montrer que toute la nation russe est unie derrière pour commémorer cette victoire, appuyer peut-être la victoire que Vladimir Poutine vient d'appeler de ses voeux en Ukraine, qu'il défendait la patrie et qu'il irait jusqu'à la victoire en Ukraine. Donc évidemment, rallier la population, c'est important, parce qu'en général, j'arrive pas bien à voir s'il y a du public sur la place rouge, mais en tout cas à l'époque où j'y étais, le public n'était pas le bienvenu sur la place rouge. On voit beaucoup de monde dans les tribunes, mais en général, ce sont des invités triés sur le volet, des responsables politiques, évidemment beaucoup de militaires, des vétérans, en tout cas à l'époque où il en reste de moins en moins, 77 ans après la victoire. Et le public en général est relégué dans les rues adjacentes, mais où cette année le défilé va continuer. Alain Barluet, notre correspondant à Moscou, nous parlait d'un défilé long de 7 km. Oui, alors j'ai vu ça, très impressionnant, 7 km de long, avec donc ces personnes, ces Russes, 1 million de personnes, j'ai dit. Qui seraient attendues dans les rues de Moscou, c'est tout à fait possible. C'est un jour férié, c'est le jour férié le plus important. En général, même quasiment tout le temps, il ne pleut pas le 9 mai sur Moscou. Ah oui, alors expliquez-moi pourquoi. Parce c'est que pas du hasard. Hein. Non. C'est pas une intervention supérieure. C'est quelque chose qu'on raconte depuis toujours, que les soviétiques, déjà à l'époque, maîtrisaient la technologie d'ensemencer les nuages à l'iodure d'argent pour crever les nuages, les faire pleuvoir ailleurs que sur le centre de Moscou. Et on voit d'ailleurs le ciel s'est dégagé depuis tout à l'heure, il était un peu plus nuageux, et on voit de belles éclaircies bleues, et ça c'est une constante. Il fait normalement toujours beau le 9 mai au-dessus de la place rouge. Ce défilé militaire, toujours très impressionnant à Moscou, mais en parallèle de ce qui se passe en Ukraine, est-ce que Vladimir Poutine peut encore impressionner les Occidentaux avec ce genre de défilé, lorsque nous connaissons, grâce aux journalistes, aux différents rapports, aux services secrets, les difficultés russes en Ukraine? Il y a cette forme de schizophrénie entre, la puissance là à Moscou et les difficultés dans le Donbass et ailleurs en Ukraine. Clairement, le défilé s'adresse avant tout au peuple russe. C'est pour montrer que effectivement l'armée russe est toujours très puissante, montrer son arsenal. C'est moins un message adressé à l'Occident, enfin peut-être aux opinions publiques occidentales quand même, parce que ce défilé reste spectaculaire, mais évidemment c'est pas un message adressé aux dirigeants occidentaux qui ne vont pas s'arrêter juste à cette démonstration de force sur la place rouge. On a encore quelques minutes ensemble. Fabrice, je voudrais vous poser une question à propos de cette rumeur qu'on a entendue et ce que disaient les autorités ukrainiennes de la possibilité des Russes de faire un défilé à Mariupol, de faire un défilé en Ukraine. Est-ce que ça c'est une possibilité? Visiblement ça ne sera pas le cas, les Russes ont démenti, mais les Russes pourraient avoir la tentation de défiler en Ukraine? Alors la tentation a été certainement forte, il y aurait pu avoir un défilé relativement modeste de quelques troupes, il reste qu'il y a toujours des combats, vous imaginez l'image absolument désastreuse pour la Russie, si le moindre coup de feu était tiré sur un défilé, ce serait absolument désastreux. Évidemment, ce seraient des images que la télévision russe ne montrerait sans doute pas. Alors, je vous coupe parce que regardez cette image avec ce missile tout particulier, le RS-24 Yars. Ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, ça ressemble, c'est une quasi-fusée. C'est un missile intercontinental, plus de 22 mètres de long,
un missile qui est capable de frapper quasiment la planète entière, puisque il y a 12 000 km de rayon d'action. Si vous partez d'Extrême-Orient russe, du côté du détroit de Bering, vous frappez l'Amérique sans problème. Vous partez de l'Ouest, vous frappez absolument toute l'Europe sans problème. Donc là, effectivement, démonstration de force symbolique. C'est pas la première fois que la Russie, que l'armée russe montre ces missiles intercontinentaux. J'ose presque dire que c'est le clou du spectacle, hein, ce missile-là qui est très impressionnant en termes de volume, hein, 22 mètres de long. Nous en France, on ne montre pas ça le 14 juillet. Non, effectivement, nos missiles intercontinentaux restent sagement à l'abri dans leurs silos, même si ça pourrait être juste une carcasse absolument vide de toute arme pour la démonstration. Mais en France, effectivement, on ne montre pas nos missiles intercontinentaux qui restent dans nos sous-marins ou dans leurs silos ou dans leurs bases aériennes. Voilà, le missile RS-24 Yars que nous venons de voir défiler. L'autre point, et puis on se quittera là-dessus, vous pouvez continuer à vivre ce défilé en stream sur lefigaro.fr et on suivra ça particulièrement. C'est cet avion, je voudrais qu'on en parle une dernière fois. Expliquez-moi, cet avion Ilyushin 80, ça aussi c'est un message fort de Vladimir Poutine. Oui, c'est un avion qu'on n'a pas vu souvent dans le ciel, donc un Ilyushin aménagé qui ressemble à je dirais, pour les non-initiés, à un gros Boeing qui a d'ailleurs une protubérance au-dessus du cockpit qui lui fait un peu penser au Boeing 747. Et en fait, c'est un poste de commandement volant qui permettrait au chef de l'État, à Vladimir Poutine, de commander le feu nucléaire depuis un avion s'il était obligé de quitter Moscou pour une raison quelconque. Et montrer cette... Pas de hublot, une seule fenêtre. Certains disent que c'est un avion vieillissant et que finalement il ne serait pas si utile que ça, ce serait juste de l'apparat. Alors je ne suis pas assez qualifié en matière de défense pour vous répondre, mais en tout cas le montrer, le faire voler au-dessus de Moscou est un signe que l'État peut intervenir, le président peut déclencher le feu nucléaire à tout moment, où qu'il soit. Fabrice Naudet-Langlois, merci beaucoup d'avoir suivi avec moi, d'avoir apporté toutes vos précisions sur ce défilé militaire. On continue à le suivre. Alors c'est en streaming sur lefigaro.fr où vous pouvez voir notamment passer cet avion, le fameux Ilyushin 80, très impressionnant. Et puis sur lefigaro.fr, sur Figaro Live, vous pouvez continuer à voir toutes les vidéos, notamment le discours de Vladimir Poutine, ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit, on peut presque le dire comme ça. On s'attendait peut-être à une démonstration de force dans la parole de Vladimir Poutine, ça n'a pas forcément été le cas, un parallèle constant entre la Seconde Guerre mondiale et les événements en Ukraine, mais pas beaucoup plus. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, on se retrouve également, on suit un autre événement, autre thème avec Régine, évidemment, les obsèques de la chanteuse populaire. Figaro Live, on suit toutes les actualités, évidemment. Merci Fabrice Naudet-Langlois, à bientôt. On se retrouve tout de suite sur Figaro Live.